Donc, écoutez, on va commencer avec une petite prière comme d'habitude pour élever nos pensées vers Dieu, notre Père, intelligence suprême et cause première de toutes choses, et tous ces esprits guides qui accomplissent sa volonté et qui sont là pour nous aider dans notre travail de réforme morale, d'apprentissage, d'acquérir toutes ces vertus qui sont l'humilité et la charité, et de travailler à amenuiser les opposés qui sont l'égoïsme et l'orgueil. Nous vous remercions pour cette occasion que nous avons aujourd'hui d'être réunis et de pouvoir étudier quelques aspects de ces lois naturelles, notamment celles qui gouvernent le monde spirituel, et en particulier aujourd'hui la loi d'égalité. Que nous puissions bien comprendre ces enseignements, la logique qu'il y a derrière tout ça, qui nous permettra d'acquérir cette foi raisonnée, qui nous donnera plus de force pour pouvoir travailler à notre amélioration personnelle et à donner l'exemple autour de nous, pour ainsi répandre ces enseignements qui sont tellement nécessaires par les temps qui courent, et notamment avec toutes ces crises et ce fameux virus. Merci. Alors, vous voyez le programme à l'écran, hein, c'est ça? Oui. Ouais. Hein, donc, vous voyez, donc on a vu en février, c'était la loi de société et la loi du travail, hein. On est toujours dans ces lois divines ou lois naturelles, hein, puisque la loi divine ou la loi naturelle, c'est la même chose, puisque c'est Dieu qui a créé les lois de la nature. Et donc, ce sont en particulier là les lois morales, donc, qui sont les lois qui gouvernent plus particulièrement le monde spirituel, hein. On a les lois physiques qui gouvernent la Terre et les lois morales qui gouvernent plutôt le monde spirituel, mais qui ont bien sûr un lien permanent avec les lois physiques, hein, puisque nous, en tant qu'esprit incarné, nous faisons partie de ces deux mondes, hein, le monde spirituel et le monde incarné. Donc, la loi de société et la loi du travail, vous voyez, la loi de société, en fait, si vous vous rappelez ce qu'on avait dit, c'est quelque chose qui est un petit peu impacté, hein, même pas un petit peu, beaucoup impacté par, le confinement et l'isolement, hein. Donc, je pense que ce dont on sent le plus de manque, ce sont deux choses. La première, ben, c'est la liberté, et la deuxième, c'est justement le fait de pouvoir cet appel qu'on a donc de se réunir physiquement, hein, c'est l'habitude qu'on avait jusqu'à présent. Donc là, je vois que, bon, sauf avec les limites des outils, on arrive quand même à se réunir virtuellement, hein, donc pour continuer à échanger, pour continuer à sociabiliser. Voilà. Et donc, il y avait là ensuite la loi de destruction et la loi de conservation qu'on avait vu à partir du mois d'avril, hein, donc notamment cette destruction nécessaire, destruction abusive. Les fléaux destructeurs, donc le Covid c'en est un, hein, il y a quand même 270 000 morts déjà sur la planète à cause de cela. Alors évidemment, beaucoup disent que c'est moins que la famine, c'est moins que beaucoup d'autres causes de mort, c'est vrai, mais bon, ça fait quand même 270 000 de trop, hein, déjà. Voilà. Et donc, on avait vu ensuite la loi de conservation, donc l'intelligence et l'instinct, hein. Donc, l'instinct qui permet qui joue dans cette loi de conservation pour nous préserver de dangers et puis pour préserver notre vie. Et donc, l'intelligence qui, petit à petit, vient, entre guillemets, prendre le dessus sur les instincts, hein, à partir du moment où on a une meilleure intelligence des dangers et qu'on arrive, je dirais, à y faire face grâce à cette analyse que nous avons réalisée, quoi. Tout en, bien sûr, en conservant notre vie en sécurité. Voilà. Et la dernière fois, on avait vu le nécessaire et le superflu, donc c'est un thème aussi assez intéressant, hein. Beaucoup de choses qui aujourd'hui sont nécessaires, hier c'était totalement superflu, et donc c'est une chose un peu évolutive, mais dans laquelle il faut aussi que chacun essaye de se retrouver, parce que
celui qui sait se satisfaire du nécessaire, il a toujours tout ce qu'il faut. Voilà. Alors que celui qui cherche en permanence le superflu, il le cherchera en permanence malgré tout ce qu'il aura pu acquérir, quoi. Donc c'est plus, comme vous voyez, un état d'esprit qu'autre chose. Donc c'est encore une fois lié à notre volonté qui est je dirais même notre seul outil si on veut progresser, hein. Et aujourd'hui, on va voir une autre loi qui est la loi d'égalité, hein. Et donc le thème, c'est égalité naturelle et inégalité des aptitudes. Alors je vais commencer en vous posant une question. Est-ce qu'on est tous égaux? Sûrement pas. Voilà. Devant Dieu, oui. Devant Dieu, on est tous égaux, oui, c'est vrai. Mais dans la réalité, est-ce qu'on est tous égaux? Non, il y a des hommes, des femmes, il y a des grands, des petits, il y a différentes ethnies. Il y en a qui ont la bosse des maths ou qui sont des artistes très bons en musique, d'autres pas du tout. Donc, quand on observe la réalité autour de nous, on n'est pas égaux, vous êtes bien d'accord. Il y en a qui sont riches, il y en a qui sont pauvres, hein. Il y en a qui sont, entre guillemets, puissants, qui ont beaucoup de pouvoir dans la société, et d'autres qui sont pratiquement rejetés, hein, sans domicile fixe ou autre. Donc, ce qu'on observe sur la Terre, c'est qu'il n'y a pas d'égalité. Pourtant, et ça c'est vrai aussi, ça a été dit, en principe, si Dieu est infiniment juste, nous sommes tous égaux devant Dieu. Nous devons tous être égaux devant Dieu. Donc, ça pourrait paraître injuste, hein, si on voit quelqu'un qui a beaucoup d'argent et une autre personne qui n'a même pas de quoi manger, hein. Est-ce que ça vous paraît juste? Comme ça, a priori, non, ça ne paraît pas juste, hein. Vous êtes bien d'accord, hein, toutes ces inégalités ne sont pas justes. Et donc, si on ne réfléchit pas plus loin, on peut très vite arriver à une conclusion du genre, oui, mais si Dieu existait, il ne laisserait pas avoir toutes ces inégalités. Or, on est donc devant comme une espèce de paradoxe. On n'est pas tous égaux, il y en a qui sont riches et il y en a qui sont pauvres, hein. Et pourtant, Dieu, s'il est infiniment juste, il devrait faire de sorte que tout le monde soit égal. Vous êtes bien d'accord? Oui, mais c'est ça sa justice. Voilà. Donc, il applique ses lois et donc forcément, nous, on se retrouve sous le coup de ses lois. Donc, c'est la justice. Et donc, c'est là où on va essayer de régler ce paradoxe, hein. Voilà. Alors, en fait, un des arguments les plus... Alors, attendez, voilà. Dans la question 803 du livre des esprits, comme vous voyez l'écran toujours? C'est assez grand, Marie-Antoinette? Oui, oui. D'accord. Oui. Voilà. Très bien, très bien. Donc, à la réponse à la question 803, les esprits répondent « Tous les hommes sont soumis aux mêmes lois de la nature ». Ça, par contre, je pense qu'on est tous d'accord. Alors, c'est vrai que là aussi, on peut mettre un bémol parce qu'on peut se dire, oui, mais quand il fait froid, il y en a qui ont de l'argent pour s'acheter des vêtements, d'autres pas. Bon, c'est vrai, hein. Mais si on regarde les lois de la nature, le chaud, le froid, le fait, par exemple, qu'un jour on va mourir, ça, le riche, le pauvre, le grand, le petit, le blanc, le noir, tout le monde va mourir un jour. On est bien d'accord. Donc, on est tous soumis aux mêmes lois de la nature. Tous naissent avec la même faiblesse, hein. Donc c'est typiquement l'enfant, hein, ou qui a besoin des parents pour s'occuper de lui donner à manger, etc. Tous sont sujets aux mêmes douleurs. Donc là aussi, on est d'accord, hein, tout le monde est sujet à la douleur, même si là aussi, il y en a qui ont les moyens de se payer des antidouleurs, d'autres pas. Donc, vous voyez, mais même ceux qui peuvent se payer des antidouleurs, ils sont quand même sujets à la douleur. Le corps du riche se détruit comme celui du pauvre. Donc là, on est bien d'accord aussi, hein. Dieu n'a donné à aucun homme de supériorité naturelle, ni par la naissance, ni par l'amour. Tous sont égaux devant lui. Voilà. Donc, les esprits confirment cette justice divine. Ils confirment en fait le fait que nous sommes tous égaux devant Dieu, hein. Voilà.
Alors après, on continue avec la question suivante. La question, vous voyez, 803, 804. Donc Kardec qui demande, oui, d'accord, tout le monde est égal devant Dieu, mais pourquoi Dieu n'a-t-il pas donné les mêmes aptitudes à tout le monde? Pourquoi il y en a un qui est intelligent, l'autre moins intelligent, il y en a un qui a des dons artistiques, l'autre pas, hein? Pourquoi il y en a qui sont plus forts et d'autres qui sont moins forts, hein? Pourquoi est-ce qu'il y en a qui naissent avec un corps sain et d'autres qui naissent avec des déficiences X ou Y, hein? Et c'est là où la réponse des esprits arrive. Dieu a créé tous les esprits égaux, mais chacun d'eux a plus ou moins vécu, ah, et par conséquent plus ou moins acquis. La différence est dans le degré de leur expérience et de leur volonté, qui est le libre arbitre. De là, les uns se perfectionnent plus rapidement, ce qui leur donne des aptitudes diverses. Alors, quand ils disent ici chacun d'eux a plus ou moins vécu, qu'est-ce que ça veut dire? Il rentre aussi en question ici la loi de la réincarnation, hein. Donc, vous savez que Dieu crée des esprits en permanence, hein, et donc qu'il y a des esprits qui ont été créés avant certains autres. Donc, ces esprits qui ont été créés avant certains autres, ils ont eu le temps de plus évoluer. Prenez un esprit, je ne sais pas, on va prendre des exemples extrêmes, comme celui de Jésus, qui est nettement plus évolué en tout cas que moi, hein. Moi, je suis même pas la poussière qui traînait sur sa sandale. Pourquoi cette différence? C'est parce qu'il a plus vécu, parce que certainement l'esprit de Jésus a été créé avant le mien et qu'il a eu le temps d'évoluer et d'avancer. Mais ça ne veut pas dire, comment dire, ça n'introduit pas une inégalité. Parce qu'avec le temps, quand j'aurai vécu autant que lui, je serai peut-être à un niveau d'évolution proche du sien. Et ça, c'est vrai pour chacun de nous, hein. Donc, plus ou moins vécu, ça veut dire ça, il faut le voir au niveau de la loi de réincarnation. Et même dans une vie, hein, il y a des gens qui ont été confrontés à beaucoup plus d'expériences que d'autres et donc qui ont pu acquérir plus d'expérience par ce vécu qu'ils ont pu avoir dans une vie, alors que d'autres ont eu une vie un peu tranquille, qui ne les a jamais vraiment sollicité ou challengé, pour utiliser un anglicisme. Donc là aussi, ça peut expliquer les différences qu'on voit au niveau d'une vie. Et donc, par conséquent, plus ou moins acquis. Voilà. Et donc, ils expliquent bien dans la suite que la différence, elle est dans le degré de l'expérience. Et ce que je répète tout le temps, ce qui est le plus important dans chacun de nous, c'est dans la volonté. Parce que nous avons chacun notre libre arbitre. Et donc, ça dépend de nous, et exclusivement de nous, de notre propre volonté, d'avancer ou pas, d'apprendre ou pas, de travailler ou pas. Vous êtes bien d'accord? Et là, on voit aussi que dans la société, il y a des gens qui ont une forte volonté, qui sont travailleurs, qui sont entreprenants, etc., alors que d'autres le sont beaucoup moins, voire certains pas du tout, hein, qui font pas grand-chose, qui laissent passer, etc. Et donc là, vous voyez que cette différence, c'est pas quelque chose, c'est pas que Dieu a donné plus de volonté à l'un qu'à l'autre, puisque la volonté, ça dépend que de nous, d'accord? Dieu, il nous a créés au départ simples et ignorants, mais perfectibles, donc on a tous les mêmes outils en nous, et ça dépend que de nous, de comment on utilise ces outils, hein. C'est là où se situe ce rôle fondamental de la volonté, hein. Si vous voulez avancer, vous avancerez. Si vous ne voulez pas avancer, vous n'avancerez pas, hein. J'ai toujours un exemple, une personne que j'avais vue un jour à une conférence qui disait moi j'ai vécu tellement de choses difficiles dans cette vie que je ne veux pas me réincarner. Alors on a beau lui expliquer en lui disant écoutez, vous êtes réincarné, c'est parce que vous avez voulu. Non, c'est pas vrai, je ne veux pas me réincarner. Et donc, il existe effectivement des gens comme ça qui même à l'état d'esprit, cette volonté qu'elles ont, personne n'ira enfreindre ce libre arbitre, surtout pas les guides spirituels. Ils respectent notre volonté. Ils vont nous expliquer, ils vont nous faire comprendre pourquoi c'est dans notre intérêt de se réincarner si on veut avancer. Mais si vraiment nous, on insiste et on ne veut pas se réincarner, ça peut durer des siècles et des millénaires. On est bien d'accord. Donc, vous voyez, c'est cette volonté qui sera toujours la clé de notre avancement ou pas. Voilà.
Et donc, à partir de là, il y en a un qui se perfectionne plus rapidement que les autres, et c'est ça qui fait qu'on a toutes ces différences au niveau des aptitudes qu'on voit autour de nous, de nos proches, dans les sociétés, etc. D'accord? Alors, le troisième point important, donc ça vient toujours de cette question 804, hein. Le mélange des aptitudes est nécessaire, hein. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il faut mélanger des gens qui savent, des gens qui ne savent pas, des gens qui travaillent, des gens qui ne travaillent pas? C'est justement pour que chacun puisse concourir au vu de la Providence dans la limite du développement de ses forces physiques et intellectuelles. Ce que l'un ne fait pas, l'autre le fait. C'est ainsi que chacun a son rôle utile. Puis, tous les mondes étant solidaires les uns des autres, il faut bien que les habitants des mondes supérieurs, et qui pour la plupart sont créés avant le vôtre, donc vous voyez, viennent y habiter pour vous donner l'exemple. Alors, je donne aussi un autre exemple par rapport à ça, c'est le professeur et l'élève. Il faut bien qu'il y ait celui qui sait pour enseigner à celui qui ne sait pas encore, hein. Et là, il va un peu plus loin puisqu'il parle non seulement de la réincarnation, du fait que les esprits ont été créés les uns avant les autres, il parle aussi de la pluralité des mondes habités. Et donc là, quand il dit que les mondes qui sont supérieurs, plus avancés que nous, donc qui ont été créés avant le nôtre, où habitent des esprits donc qui ont eu plus le temps d'évoluer que nous, où nous on arrivera aussi un jour, hein, eh ben, ces esprits-là, de temps en temps, reviennent sur Terre comme des missionnaires, hein, les prophètes qu'on disait dans l'Antiquité. Et aujourd'hui, c'est les missionnaires, c'est tous ces esprits qui font vraiment la différence par leur exemple, par leur travail, par leur dévouement, etc., hein, par leur intelligence ou par leur qualité artistique ou autre, hein. On pourrait en citer des centaines. Ce sont des esprits plus évolués qui viennent justement pour nous enseigner, pour nous montrer l'exemple, pour nous aider à nous-mêmes aussi avancer et évoluer plus vite. Voilà. Donc, vous voyez toutes ces inégalités qu'on voit sur la Terre, hein, elles s'aplanissent et elles se remettent en cohérence avec cette notion d'infinie justice divine par ces lois de la réincarnation, hein. Celui qui se réincarne riche dans une vie se réincarne pauvre, ils peuvent se réincarner pauvre dans une autre. Celui qui s'incarne ou celle qui s'incarne femme dans une vie peut se réincarner homme dans une autre vie. Et celui ou celle qui s'incarne, je dirais, dans un pays africain ou pauvre, peut se réincarner dans un pays riche la fois d'après ou vice-versa. D'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Donc, vous voyez, c'est pas évident au départ, hein. On dit loi d'égalité, c'est même la Révolution française, hein, liberté, égalité, fraternité. Égalité, c'était quand même le deuxième mot. On se dit, mais ouais, on est tous égaux devant Dieu, d'accord, mais alors pourquoi on n'est pas égaux ici sur la terre? Là, vous avez déjà les premières explications, d'accord, justement pour conserver cette logique. Et si on va un peu plus loin, par exemple, tous ces systèmes idéologiques et politiques qui ont été créés au XIXe siècle et voire mis en pratique, comme par exemple l'idéologie communiste. Donc, il y a eu plusieurs pays qui l'ont suivi, qui ont aujourd'hui plus ou moins arrêté. Il y a peut-être encore peu de pays qui suivent cette idéologie, où l'idéologie, je dirais, elle est entachée par d'autres abus dictatoriaux ou autres. Alors, à votre avis, vous voyez, c'est une idéologie qui, a priori, était basée sur plus d'égalité, d'essayer de traiter tout le monde de façon pareille, etc. Alors, à votre avis, pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? La raison, elle est justement simple, c'est que, vous voyez, on disait tout à l'heure, vous avez des gens qui sont plus travailleurs et d'autres qui sont plus fainéants, disons, hein. Ça, c'est une question de volonté, hein. Pardon? La corruption. J'ai pas entendu. La corruption. Alors, la corruption, c'est encore autre chose, oui. Donc celui que, par exemple, moi, les contacts qu'on avait, et puis même encore récemment, quand on parle avec des Polonais ou des gens qui ont vécu de l'Allemagne de l'Est aussi, hein,
Donc, dans mon travail, il y en a plusieurs que je connais, et puis donc qui sont un peu âgés comme moi, hein, donc qui ont connu cette époque. Et quand on leur demande, mais comment c'était, ils disent, mais il y a un moment où ils ne trouvaient plus, quand on avait une fuite d'eau pour appeler un plombier, il fallait parfois attendre des mois, hein, parce qu'il n'y avait plus de plombier. Et le fait de traiter, si vous voulez, celui qui est fainéant et celui qui travaille de façon, qu'ils ont chacun la même chose, quel est le résultat? Celui qui est travailleur, il se dit, mais l'autre, il est feignant, pourquoi est-ce que moi, je travaillerais si l'autre qui est feignant, il a la même chose que moi? Donc, vous voyez, c'est quelque part un système qui pense que les êtres humains sortent comme d'une chaîne de fabrique d'automobiles, hein, qui sont tous les mêmes. Ce n'est pas le cas. Et donc, ces différences d'aptitude, si vous voulez, le fait qu'il y en ait qui soient plus avancés que d'autres, le fait qu'il y en ait qui soient plus travailleurs que d'autres, le fait qu'il y ait une volonté, certains ont une volonté plus développée que d'autres, il faut que ce soit pris en compte dans tout modèle de société, parce qu'aller contre ça, forcément, c'est voué à l'échec, vous voyez. Alors, l'idéologie d'être beaucoup plus égalitaire, ça ne se discute pas, hein. Il faut que je dirais, celui qui a les possibilités, il aide celui qui les a pas, hein. Il faut que les pays qui ont des facilités ou des excès au niveau de l'alimentation aident à alimenter les personnes qui sont dans les pays qui n'ont pas ces facilités. Il faut que, vous voyez, comme ça s'est passé là, hein, la France, donc moi j'habite à 30 km de Mulhouse, hein, je vous l'ai déjà dit, donc il n'y avait plus de place dans les lits de réanimation, il y a les Allemands, les Suisses, les Luxembourgeois qui ont accepté de prendre, d'aider et de prendre des patients chez eux, parce qu'eux, ils avaient des lits qui étaient disponibles, voyez. Donc il faut qu'il y ait cette solidarité, hein, donc cette idéologie de solidarité, elle n'est absolument pas remise en cause. Mais il faut qu'elle prenne en compte les réalités qu'on observe au niveau de l'être humain et donc de cette inégalité des aptitudes qui est là aussi quelque chose de tout à fait naturel. Alors tu parlais de corruption, Michel. Effectivement, la corruption, elle découle en fait de l'égoïsme, hein, de la cupidité. Donc, c'est le pire des maux de l'humanité. Si vraiment il y a quelque chose contre laquelle il faut se battre, quelque chose qu'il faut dénoncer, quelque chose qu'il faut travailler à ce que ça s'arrête, les esprits nous disent toujours l'orgueil et l'égoïsme. Et dans la pratique, la corruption, c'est vraiment une des conséquences directes, hein. C'est les personnes qui abusent de leur pouvoir pour dominer, pour affamés, pour s'enrichir illicitement. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement condamnable. Et quand on regarde la liste des pays dans le monde où il y a de la famine, hein, c'est 125 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde. Quand on regarde la liste de ces pays, on voit aussi que ce sont les pays les plus corrompus où on trouve la majorité de ces gens qui ont faim. Voyez? Donc, la corruption, c'est peut-être là qu'il faut travailler pour prendre le mal à sa racine, quoi. Et même quand on essaye d'aider des personnes, par exemple, aider les gens qui ont faim au Yémen et tout, vous avez beaucoup d'associations, d'organisations non gouvernementales qui essayent de le faire, hein, ou au Soudan ou d'autres pays du même genre, mais ils n'y arrivent pas, parce que l'aide alimentaire qui est envoyée, elle est détournée justement par les corrompus, quoi, et revendue, et enfin bon, bref, elle n'arrive pas à destination. J'ai une question pour toi, oui. Charles, s'il te plaît. Est-ce que tu penses qu'un jour, justement, ce mot qui est la corruption pourra disparaître de la Terre? Franchement, Absolument. honnêtement. Absolument. Ah oui, Absolument. tu en es convaincu? Ah oui, oui, oui. C'est la question 932 du livre des esprits, hein. Pourquoi est-ce que les mâles dominent sur la Terre? Et il dit, c'est parce que les mauvais sont intrigants et les bons sont timides. Et le jour où les bons voudront, ils prendront le dessus. Et ça, j'en suis profondément ce sera par convaincu. les armes dans ces cas-là, ils seront plus bons. Pardon? Les bons, si un jour ils prennent le dessus, ce sera par les armes et ce sera pas. Et voilà, ils seront plus bons. Pas forcément par les armes. Aussi mauvais que les autres. Pas forcément par les armes, hein. Je dirais, alors, c'est là où c'est difficile parce que, prenez un pays comme prends toujours les exemples extrêmes comme la Corée du Nord.
c'est sûr que la Corée du Nord, avec tout ce conditionnement psychologique qui est fait au niveau des habitants et tout, il faudra certainement une génération ou deux pour que les gens reviennent, arrivent à s'en sortir, vous voyez. Mais ce ne sera pas forcément par les armes, hein. Alors nous, c'est vrai les Français, on n'a pas donné le bon exemple non plus, hein. La Révolution française, c'était quand même assez sanglant. Mais bon, à l'époque, je dirais il y a 2 siècles, il fallait ça, il fallait, comment dire, pour déraciner la monarchie et puis cette influence du pouvoir religieux et tous ces abus, il fallait, je dirais, une action forte. Et puis on est passé un petit peu d'un extrême à l'autre, hein, parce que la période après la Révolution était tout aussi sanguinaire, entre guillemets, en interne. Donc tu vois, c'est pas allé beaucoup plus loin. Et quand on regarde l'histoire de la France au XIXe siècle, après la Révolution française, il y a eu 6 ou 7 régimes différents en un siècle, hein. Et ce qu'on pouvait commencer à appeler tout doucement et timidement de démocratie, c'est arrivé après un siècle. On a mis les Français un siècle pour sortir d'un régime de monarchie, hein, avec toutes les injustices qui sont caractérisées par ce genre de régime, pour arriver à un régime à peu près stable. Et encore, la fin du 19e siècle, quand vous lisez Zola et tout ça, vous voyez que c'était encore pas... on a encore pas mal progressé quand même entre cette époque-là et aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a encore énormément de progrès à faire. On a encore en France des gens qui sont sans abri, des gens qui sont exclus, des gens qui voudraient travailler mais qui ne peuvent pas, hein, parce qu'à cause du chômage et plein d'autres raisons. Donc, on a encore énormément de progrès à faire. Mais ça dépend de nous. Et notamment maintenant, avec ce Covid, si on dit rien, si on fait rien, ça va recommencer comme avant, hein. Et donc, au résultat, il faudra d'autres Covid, il faudra malheureusement d'autres personnes qui vont succomber à la maladie il faudra encore d'autres scandales, comme disait Jésus, hein, pour nous faire avancer. Mais là aussi où je suis confiant dans 2 choses, c'est que énormément de gens recommenceront comme avant après le Covid, après le Covid, mais il y en a quand même beaucoup qui se sont arrêtés, qui ont réfléchi et que ça a aidé, des gens qui ont progressé, des gens qui ont réalisé, il y en a quand même beaucoup aussi. Donc à force, l'évolution se fait, mais ce sera pour nous, mais pas dans cette incarnation, tu vois. Je dis, cette transition qui a commencé il y a quelques siècles, elle mettra encore quelques siècles ou quelques générations pour se terminer. Mais l'essentiel, c'est de garder le cap et puis d'essayer d'avancer. Voilà. Et donc, cette lutte contre la corruption, c'est quelque chose qui doit être renforcé, et ça l'est, hein. L'entreprise dans laquelle je travaille, si vous voulez, il y a des règles anticorruption, ça fait depuis le début des années 2000, hein, qu'il y a des règles anticorruption qui sont extrêmement strictes, hein. Parce que pour vendre une centrale électrique qui coûte 1 milliard d'euros, il y a 30 ans, ça ne se vendait pas comme ça. Il fallait, mettre du sucre, hein, ou je ne sais pas comment le dire. Alors ça, à l'époque, c'était une pratique courante, donc il y a encore 30 ans. Mais depuis une quinzaine d'années, c'est fini, hein. On le fait plus. Alors, il y en a certainement encore qui le font, mais au niveau des grandes sociétés, alors je dis pas, peut-être quand vous êtes dans des domaines comme l'armement, ou il y a d'autres domaines quand c'est qui suivent une logique un peu différente, ça existe peut-être encore. Mais sinon, vous verrez dans la plupart des grandes entreprises, il y a des règles anticorruption qui sont extrêmement strictes. Et pourquoi? Parce que il y a des lois, c'est les Américains qui ont commencé, hein, extraterritoriales, c'était très opportuniste au début parce que ça leur rapportait des centaines de millions, hein, mais qui se généralisent en ce moment un peu partout, hein, tout le monde s'y met. Et donc, tu vois, donc ça c'est un changement qu'on a vu, que moi j'ai pu observer dans ces dernières décennies, hein. Les choses qui se faisaient, que personnellement, j'ai jamais voulu rentrer là-dedans, hein, mais les choses qui se faisaient à une époque, que j'avais vu ou entendu faire, hein, aujourd'hui, c'est terminé. Elles ne se font plus. Voilà.
Donc on avance dans ce sens-là. Et tu vois, là, c'est pas une guerre, il n'y a pas de mort, c'est tout simplement des pénalités financières. Il y a d'autres moyens, je dirais, qui sont employés. Nous, on est formés. Les lois responsabilisent en fait les individus. Hein. Vous avez vu récemment les scandales qu'il y a eu au niveau de certains individus qui ont fait des erreurs. En fait, ce sont les individus qui sont condamnés plus que les sociétés. Donc, et ça, les sociétés, enfin, celles où je travaille, nous le disent, ne faites pas ça parce que ça engage votre responsabilité personnelle en plus de causer du tort à l'entreprise, à l'image, etc. Voilà. Et y compris aussi de l'entreprise, si elle en a quelque part bénéficié, elle va bien sûr aussi payer les amendes qui sont correspondantes. Donc, on peut avancer, on peut travailler, lutter contre la corruption, donc lutter contre ces inégalités, sans guerre, sans être forcément obligé de passer par la violence, même si malheureusement elle existe encore beaucoup trop sur notre planète. D'accord? Charles, Oui, je peux rajouter quelque chose? bien sûr. Si on observe par rapport à ce que disait notre collègue, notre frère, par rapport à la corruption, si on regarde l'époque de Jésus et on regarde déjà toute l'évolution de notre planète, le parcours jusqu'à aujourd'hui, et on compare la, par niveau des habitants, cette époque-là, et tout ce qui avait les barbaries, qui avait la corruption et toutes les choses. Aujourd'hui, par rapport à la quantité d'habitants, et on voit l'évolution qui a fait la planète et les habitants, on voit déjà qu'il y a beaucoup plus de gens qui pratiquent la fraternité et qui sont engagés dans bonnes choses que des gens qui pratiquent vraiment la corruption ou des autres faits. Comme tu as dit, c'est uniquement que cette grande majorité des gens qui ont de bonnes intentions, elles sont encore timides. Exactement, oui. C'est la question 932 du livre des esprits. Relisez-la, elle est toute courte, hein, mais elle est vraiment intéressante et elle nous donne cet optimisme, même si quelque part ça nous donne une petite, comment dire, c'est le petit aiguillon qui nous pousse en disant, si vous êtes bon, si vous avez de bonnes intentions, restez pas, ne mettez pas la lampe sous le boisseau, hein, voyez, c'est-à-dire lutter pour que, hein, pour faire avancer les choses. Alors, c'est vrai que quand on regarde le monde politique, c'est un petit peu un panier de crabes. On n'a pas trop envie d'y mettre les doigts, hein. Mais quelque part, même si on ne s'engage pas politiquement personnellement, hein, moi j'ai beaucoup d'admiration pour mon père qui s'était engagé en tant que conseiller municipal, hein, alors qu'il était totalement apolitique, hein. C'est pas toujours évident de le faire, hein. Mais il faut pas. Le monde, il est comme il est, pas seulement à cause des mauvais, mais aussi à cause des bons qui voient le mal être fait et qui disent rien et qui laissent faire. Voyez? Et je ne veux pas vous inciter à la délation non plus, mais quand vous voyez que, je ne sais pas moi, quelqu'un est violent dans sa famille ou avec des enfants ou avec des animaux, il faut le dénoncer. Il faut appeler les numéros, etc., qui sont souvent là pour ça, hein. Et pourquoi? Parce que laisser faire, hein, quand quelqu'un porte du tort et du préjudice à beaucoup d'autres personnes, c'est quelque part une omission, hein, il ne faut pas. Si c'est juste, comment dire, un malentendu ou un différend entre deux individus, que le préjudice il est que pour nous ou pour l'individu, là c'est différent. Mais si on voit un individu qui cause de tort à plein de gens, il faut pas laisser faire, hein, quelqu'un qui fait beaucoup de victimes. Voilà. Alors, on va avancer donc dans le détail. Alors, le temps passe. Alors, on a commencé avec un quart d'heure de retard. Donc, si ça vous embête pas, je vais viser pour terminer aussi vers 10 minutes plus que prévu. Bon, si jamais vous avez un impératif, il n'y aura pas de souci si vous voulez vous déconnecter. Alors, je continue. Selon la fille, alors, voyez, Dieu a fait les lois de la nature pour tout le monde. Les lois de la nature s'appliquent à tout le monde. Ça, je pense on est tous d'accord. Si vous mettez le doigt sur une flamme, vous vous brûlez. Et ça, c'est bon. Tout le monde y passe, hein. Tout le monde va mourir un jour, hein. Tout le monde vieillit.
Il y a des artifices parfois illusoires et souvent commerciaux pour retarder le vieillissement qui peuvent donner une apparence, mais tôt ou tard, boum, on y partira quand même. Que les gens. Après, il y a aussi la question de prendre soin de soi, hein, c'est-à-dire on nous donne un corps physique, donc il faut qu'on en prenne soin. Et il y en a qui en prennent plus ou moins plus soin que d'autres, hein. Il y en a qui disent oui, bon, un petit verre de temps en temps ou une petite cigarette de temps en temps, d'abord ça fait du bien, c'est seulement après que ça fait du mal. Mais c'est le après, il vient toujours et puis ça finit quand même par faire du mal. Voyez. Donc on a aussi le devoir de prendre soin de notre corps physique, hein. Là aussi, il faut trouver bien la différence entre le nécessaire et le superflu. Il ne faut pas non plus passer notre vie à ça, hein. Mais il faut qu'on en fasse le minimum, donc c'est la loi de conservation qu'on avait déjà vue. Mais sinon, les lois sont les mêmes pour tous. Voilà. Et les esprits, encore une fois, ont été créés simples et ignorants. Donc on ne sait pas grand-chose sur comment est-ce que nous, en tant qu'esprits, on a été créés, hein. Dans le livre des esprits, quand Kardec a posé la question, les esprits ont dit, bah, écoutez, nous on ne sait pas, donc on ne peut pas vous expliquer, hein. Ce sont les choses, il faut rester humble, hein. Et là aussi, le spiritisme ne répond pas à toutes les questions. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre et que, je dirais, ce serait des spéculations que d'essayer d'aller trop en avant sur certaines questions. Mais une chose est sûre, c'est qu'on est créé simple et ignorant. Donc, on est tous, on part tous du même point de départ, hein. On a ce potentiel de perfectibilité en nous, hein, et donc qui fait que par les multiples expériences corporelles et la réincarnation, on atteigne la perfection. Donc là, c'est ça qui explique l'argument de base, hein, qui dit pourquoi il y a des inégalités, des aptitudes, ben parce qu'il y en a qui ont plus avancé que d'autres. Voilà. Puisque cet avancement se fait suivant notre liberté. Voilà. Donc ça, on l'a déjà vu, hein, à l'introduction. Tout le monde est égal devant la mort, hein, tout le monde est égal devant la mort. Ça se dit toujours, on a 100% de probabilité d'y passer un jour. Donc, il vaut mieux pas faire la politique de l'autruche, là, essayer quand même de creuser et puis de comprendre, de savoir qu'est-ce qui nous attend, puisque on est sûr à 100% qu'un jour on devra y passer. Voilà. Alors, la différence des aptitudes, c'est ça, hein, on l'a déjà lu, hein, je vais passer un peu plus vite. Ce qu'on voit aussi on peut avancer, mais dans certaines existences, on peut, comme ils appellent ici, sommeiller. Ça veut dire que on a des existences où on travaille beaucoup, on avance beaucoup, et il y a des existences, entre guillemets, où on se dit, bon, ben là, on va entre guillemets, se reposer, souffler un peu. Voilà. Mais encore une fois, tout ça, ça dépend uniquement et exclusivement de notre volonté. Voilà. Le mélange des aptitudes, il est nécessaire, comme on l'a vu, parce que il faut bien qu'il y ait des professeurs et des élèves, il faut bien que l'un puisse contribuer et aider l'autre à avancer, hein. Donc ça, c'est cette loi de solidarité, de fraternité qui s'installe, hein. Les mondes sont solidaires aussi, hein. On a des esprits missionnaires qui viennent nous aider. Il y a des esprits qui se réincarnent, hein, qui sont ces sommités qui ont marqué leur passage, hein. Pour citer quelques noms, des Gandhi, des Sœurs Teresa, Sœur Emmanuel, Abbé Pierre, ou il y en a plein, Martin Luther King, on pourrait en citer plein, hein. Donc c'est des esprits qui ont vraiment frappé un grand coup pour chacun dans leur domaine, chacun sur une mission précise, pour justement donner l'exemple et puis nous faire avancer, faire changer les sociétés. Ils y ont souvent réussi, hein. Nelson Mandela ou d'autres, hein. Voilà. Et donc, ces esprits-là, en fait, viennent pour nous aider. Voilà. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est l'esprit qui a progressé ne rechute point, hein. L'évolution se fait toujours dans le sens positif ou nul, c'est-à-dire stationnaire, mais jamais négatif, hein. Ce qu'on a appris, on ne l'oublie pas, même si dans une existence ou dans l'autre, certaines de nos facultés peuvent, entre guillemets, rester en sommeil, hein.
ou si il y a un autre phénomène souvent qui met un peu de doute par rapport à ça, c'est on voit une personne qui est bonne, gentille, sans problème et tout, et qui d'un coup, comme on dit, il y a une mouche qui la pique, hein, et puis qui devient brutale ou violente. Et ça, c'est pas non plus une régression, c'est tout simplement que, comment dire, si la mouche l'avait piquée plus tôt, elle serait devenue brutale et violente plus tôt. C'est parce qu'elle avait encore ça en elle, elle a encore ça à travailler et à corriger. C'est uniquement l'occasion qui manquait pour révéler vraiment la vraie personnalité. Et ça, c'est quelque chose que j'observe beaucoup aussi, là, en suivant les réactions des différentes personnes dans cette épreuve du Covid. Il y en a qui réagissent plus ou moins bien, hein, vous voyez, il y en a qui... C'est quand même une épreuve collective comme celle-là, c'est un petit peu le révélateur, hein, qui justement fait tomber les masques et fait de sorte que chaque personne se révèle telle qu'elle est vraiment, hein. Et je pense que tout le monde a eu ce genre d'expérience, hein, d'avoir eu des personnes, des amis, hein, entre guillemets, en qui il y avait une grosse confiance, et puis d'un coup, paf, il y a la trahison qui est venue, la grosse déception. Voilà, ben c'est tout simplement parce que l'amitié, il y avait des masques, elle était plus, elle n'avait pas la profondeur qu'on attendait, hein. C'est parce qu'on a peut-être surestimé cette personne. Et donc, voilà, c'est des choses auxquelles on doit faire face fréquemment dans notre vie et à laquelle il faut qu'on soit préparé. Voilà. Entre guillemets, le lâcher prise quelque part, hein. Voilà. Alors, si on continue, donc là, il parle de l'évolution collective, hein, au niveau de la race adamique, hein, la race qui a été symbolisée par Adam. Donc ça, je vous en avais parlé aussi, hein, il y avait, on le voit, hein, dans la paléontologie, l'étude, l'anthropologie, au niveau des humains, quand on revient quelques centaines de milliers, voire quelques millions d'années en arrière, on voit un petit peu quelque part d'où on vient, et on voit justement ces différents sauts qu'il y a eu. Et ces sauts, donc, il y en a eu un au niveau de la race, ce qu'ils appellent la race adamique, hein, donc c'est l'image biblique d'Adam et Ève, hein, de la création, de la Genèse plutôt. Et c'est là où c'est une époque à laquelle il y a des esprits qui sont venus se réincarner sur Terre, provenant d'un monde plus avancé que la Terre. Et ces esprits-là, on les reconnaît parce qu'ils ont apporté déjà des croyances et des pratiques religieuses. Ils ont apporté aussi la science, hein. Ils ont construit des temples, des monuments, des pyramides, hein. Il y a l'écriture, les arts. Ils sont vraiment venus apporter beaucoup de choses ici sur la Terre. Voyez. Et donc ça, c'est l'explication de cette évolution. Voilà. Alors, si on continue... oui, donc il parle de Capella. Donc Emmanuel, alors il y a un livre qui parle beaucoup de ça, il s'appelle Vers la lumière. Alors Jean-Pierre, je pense que tu en as plus, hein, mais malheureusement. Mais c'est un livre qui est très très bon et où Emmanuel il explique un peu tout ce qui s'est passé, il dit de quelle planète ces gens-là sont venus et il donne un peu plus de détails sur la valeur ajoutée qu'ils ont apportée, hein, voilà. Et aujourd'hui, on est dans une transition où il y a aussi des esprits plus évolués, plus nombreux, qui viennent se réincarner sur la Terre. Alors, il y a beaucoup d'images qui illustrent ça. C'est les enfants indigos, c'est des esprits donc plus évolués qui se multiplient et qui vont justement nous aider à aller dans le sens de cette question 932. Voilà. Alors, je vous laisserai lire tout ça dans le détail, hein, qui montre justement comment cette évolution se réalise. Pour revenir et insister un petit peu plus sur cet autre aspect-là, donc cette diversité des aptitudes de l'homme, hein, qui ne tiennent pas à la nature intime de la création, hein, mais au degré
d'évolution auquel sont arrivés les esprits incarnés en lui. Hein. Donc c'est l'esprit qui évolue. Hein. Et il évolue, donc c'est pas Dieu qui a créé l'inégalité des facultés, hein. Il a juste permis que les différents degrés de développement soient en contact les uns avec les autres, afin que les plus avancés puissent aider au progrès des moins avancés, et aussi que les hommes, par ce besoin qu'on a de solidarité les uns avec les autres, nous enseignent cette loi de la fraternité et de la charité qui doit nous unir. Voilà. L'union fait la force, comme on dit. Hein. Voilà. Et donc, cette conception égalitaire absolue, donc, vous voyez, c'est une erreur grave des sociologues, donc je vous en ai parlé un petit peu au début, hein, ce système, entre guillemets, qui a été illustré par les régimes communistes, ne fonctionne pas, parce que ça ne tient pas compte de quelque chose qui est naturel. Donc, toute idée ou tout système qui n'est pas en harmonie avec les lois de la nature, il finira par disparaître. Hein. C'est que les choses qui sont en harmonie avec les lois de la nature qui progressent. Voilà. Et donc, ça a très vite dégénéré en corruption, comme on a dit, en dictature, tyrannie politique, etc. Hein, puisque l'uniformisation ne fonctionne pas. Hein. C'est la vraie valeur d'un homme se trouve, ou d'une femme, se trouve dans son fort intérieur. Chaque esprit a une position qui est définie par son propre effort. S'il y en a un qui a la bosse des maths, il ne l'a pas reçu comme ça tombé du ciel. C'est parce qu'il a travaillé, il a étudié, appris, hein, mémorisé, appliqué. C'est pour ça qu'il a la bosse des maths. Pareil pour les arts. Hein. La personne qui a des dons artistiques, c'est parce qu'elle a étudié, elle a travaillé, je dirais, arrive aussi à se mettre en syntonie avec les inspirations qui sont nécessaires pour tous les artistes. Et tout ça, ça ne s'improvise pas, ça se travaille. Hein. Les esprits qui sont là et qui viennent nous aider, qui viennent aider un artiste ou un poète, c'est le phénomène de la médiumnité qu'on connaît bien. Hein. Les esprits préfèrent utiliser des médiums qui ont déjà un certain nombre de facultés, parce que c'est beaucoup plus facile pour eux de les inspirer dans ce sens. Donc, quelqu'un qui a travaillé l'art, qui connaît les fondements et les techniques de l'art, il arrivera beaucoup plus facilement à être inspiré par un esprit dans le sens de l'art. Je peux prendre encore une fois un autre exemple extrême. Une personne qui ne sait pas écrire, un esprit pourra l'utiliser pour faire de la psychographie, mais ce sera beaucoup plus difficile, beaucoup plus long, beaucoup plus compliqué que d'utiliser une personne qui sait écrire. Vous voyez, ça va de soi. Et donc, c'est là où on voit que toutes ces aptitudes, ça ne nous est pas donné sur un plateau. Chaque fois, il faut qu'il y ait notre participation, il faut qu'il y ait notre travail en fonction de notre volonté, de nos propres efforts pour avancer. Personne ne peut évoluer à la place d'un autre. Personne ne peut apprendre quelque chose à la place d'un autre. Personne ne peut pardonner à quelqu'un d'autre à la place d'un autre. Vous voyez, ce sont des choses qui sont intransférables et qui sont individuelles. Voilà. Et donc l'harmonie du monde ne viendra pas par décret ou de parlement qui caractérise leur action par une force excessivement passagère. Voilà. Il faut vraiment, pour faire évoluer la société, déjà qu'on travaille chacun à s'améliorer soi-même. Ensuite, on donne l'exemple et on finit par s'unir avec les autres qui donnent le même exemple et c'est là que les sociétés vont finir par changer. J'avais un petit dessin qui illustrait ça. Alors, attendez, je vais vous le montrer vite fait. Donc, c'est cette persistance dans l'évolution. Alors, attendez, il faut juste que je le retrouve. Voilà. Ah, c'est celle-ci. Est-ce que vous la voyez à l'écran? Je vous laisse regarder un petit peu. Ouais,
Vous l'avez montré déjà. Je vous l'avais montré déjà. Ça, C'est assez la question 932 du livre des esprits. Hein. Mais le problème, c'est que du premier jusqu'au dernier, il peut se passer quelques générations, quoi. Mais il faut y croire, il faut continuer, parce que si on veut changer le monde, c'est comme ça. Hein. Allez, lui, là, tout seul contre tous. Hein. Et ben voilà, vous voyez, à la fin, le dernier, il finit par céder aussi. Le plus résistant, le plus endurci. Même pour ça, il est obligé de faire un petit passage et un petit stage dans un autre monde. Est-ce que tu voudras bien me l'envoyer par courriel, s'il te plaît? Ah oui, oui. Mais attendez, je vais vous la mettre dans le chat. Alors, je peux faire une petite parenthèse. oui, bien sûr. Sous cette phrase, l'harmonie du monde ne viendra pas par décret ou des parlements qui caractérisent leur action par une force excessivement passagère. Ça me fait penser quand certains esprits nous racontent comme ça passe dans des planètes beaucoup plus évoluées que le nôtre, la méritocratie. C'est pas pour cela qui le convainc le plus, mais c'est là qui a plus des acquis et plus des bienfaits faits pour le bien commun. Exact, oui. Non, mais c'est ça. Et encore une fois, notre monde, il devrait être dirigé pas par les plus forts ou par les plus puissants ou par les plus riches. Il devrait être dirigé par ceux qui allient à la fois l'intelligence et la bonté. Oui. Et qui utilisent volontairement leur intelligence dans le sens du bien. Et pas, comme on le voit trop souvent, l'inverse, c'est-à-dire ceux qui utilisent leur intelligence pour en tirer des profits personnels, C'est pas de pour mal à veille, s'enrichir, Charles. etc. Pardon? C'est pas de mal à veille, alors. Ben, tu vois, tu veux que je te remonte le dessin, enfin, là maintenant vous l'avez sur le chat. C'est pas demain la veille, je suis d'accord, ça peut mettre encore quelques siècles, mais c'est inéluctable, on va dans ce sens. Et donc, C'est vrai. allons le plus vite possible du côté du bonhomme qui est encore une minorité, qui est tout seul, pour défendre ce qui est juste. Hein. Ouais. Parce que ça finira par vaincre. Hein. On n'arrive pas à résister au courant, hein, de l'évolution. On ne peut pas rester à contre-courant trop longtemps. Hein, et ça va, entre guillemets, ça passe ou ça casse. Il y a des scandales et les gens se révèlent. Hein, c'est ce que, quand vous lisez les évangiles, ils vont séparer les brebis d'avec les boucs. Hein. En fait, il n'y a personne qui sépare. Hein, c'est nous-mêmes qui choisissons notre camp. On est soit du camp d'un côté ou de l'autre. C'est notre volonté. Et donc, si on est quelque part, comment dire, un jour exclu de la Terre pour aller faire un petit tour chez des hommes des cavernes sur une autre planète, c'est quelque part parce que c'est ça qui correspond au degré de vibration et d'évolution qu'on a acquis. La loi de la finition. C'est toujours semer aujourd'hui pour récolter demain. Exact, exact. C'est aujourd'hui qu'on construit. Le passé, on ne peut plus rien faire. Hein. Aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est travailler pour être dans une situation meilleure demain. Voilà. Donc, les systèmes politiques qui ne tiennent pas en compte la maturité spirituelle des individus, ça ne marche pas. Voilà. L'égalité illimitée des créatures, ça ne marche pas. Alors, Kardec, il n'en a pas trop parlé, hein, mais tu savais que Karl Marx était un contemporain de Kardec et qu'ils se sont même un jour rencontrés. Hein. Il y a une théorie qui, quand on lit les œuvres posthumes, il y a quelque chose qui peut nous laisser penser ça. Mais ce sont des systèmes qui ne fonctionnent pas parce qu'elles ne prennent pas en compte cette inégalité naturelle des aptitudes, le fait qu'il y en a qui soient plus avancés que d'autres, qui est plus avancé que d'autres en fonction de leur travail. Voilà. Charles, j'avais juste une petite Oui. question par rapport au dessin que tu nous as partagé. Oui. Est-ce que ce dessin, c'est une invitation au militantisme? Alors, si je vais le remontrer, hop, voilà. Alors, je n'ai pas montré comme avant. Et Qu'est-ce ça que tu interroge sur appelles l'action, Voilà. sur l'action à avoir en fait dans notre société pour faire bouger les lignes. En fait. Donc, voilà. Alors, le militantisme, où est-ce qu'on le voit sur ce dessin? On le voit dans les petites bulles, là, c'est ça?
hein? Eh ben, alors, Le fait de c'est couper une bonne question. Hein? le groupement des gens. De l'amour, ouais. Lui, là, eux, ils militent contre. Vous voyez ma souris? Hein? Dans le Ouais. premier cas, en haut à Oui, gauche, oui. il milite contre. Alors lui, évidemment, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il pourrait se taire. Il pourrait mettre la lampe sous le boisseau. Il pourrait, voilà. Mais non, il milite un petit peu pour le bien, ou il donne l'exemple. Hein? Il y a son petit Il cœur donne là dans sa petite l'exemple. bulle. Ouais, d'accord. Tu vois? Ok. Donc, effectivement, si tu appelles ça le militantisme, oui, il faut qu'on donne l'exemple. Il faut que. Moi, ça m'arrive souvent de réagir sur certaines, enfin dans les Facebook, on peut pas, il y en a tellement, il y a des milliers, mais de temps en temps, je réagis en disant, ben non, que quand je vois des points de vue qui sont pas corrects, j'essaye de montrer mon point de vue. Les gens qui disent, il y a des choses, par exemple, aujourd'hui qui me travaillent, c'est les gens c'est les théories du complot. Hein. Alors ça, il y en a toujours eu. Après, il y en a qui sont plus ou moins justifiés, hein, je ne vais pas discuter sur le détail, mais il y en a qui disent, par exemple, que tout ce Covid, c'est une théorie du complot, qu'on nous a inventé ça, parce que de toute façon, l'économie irait sombrer, etc. Mais après, ces gens-là, je leur réponds, je dis, mais attends, ma mère, et puis ma voisine, et puis d'autres personnes que j'ai connues qui sont mortes du Covid, c'est pas une illusion, hein. Elles sont vraiment mortes du détresse respiratoire, de fièvre. Le personnel soignant dans les hôpitaux qui se donne à fond, qui prend des risques d'être contaminé soi-même, beaucoup qui tombent malades et qui en meurent aussi. Ça, c'est pas non plus du complot, quoi. Il y a un moment où il faut montrer comment dire les choses et puis pas laisser ces trucs qui viennent a priori comme ça parce que c'est pas rationnel, hein, c'est vraiment c'est des choses qui viennent, c'est comment dire, il faut qu'on travaille notre discernement, hein, et pour ne pas propager des choses qui en fait sont beaucoup plus préjudiciables que d'autres. Non, au contraire. Je pense dans la situation qu'on est aujourd'hui, il faut, et d'ailleurs ça se fait de façon assez magnifique, hein, tous les soirs à 8 heures, il y a plein de gens qui applaudissent, qui tapent sur des casseroles aux fenêtres et tout, en reconnaissance au personnel soignant. Et donc ça, c'est quelque chose de positif. C'est ce genre de choses qu'il faut encourager plutôt que les on nous ment, on nous raconte des conneries, on nous ci, on nous ça. C'est certainement vrai, on ne nous dit pas toujours la vérité. Mais là, ce sont les aspects négatifs. Et ces aspects négatifs, si on les met en avant, ben, ça avancera pas. Hein. C'est clair. Ouais. Hein, donc militer, oui, mais voilà, dans le sens correct. Alors ce qui est marrant, c'est que le pauvre là qui commence à douter au milieu, vous voyez là, hein, il finit par être carrément exclu par les autres, quoi. Voilà. Charles et moi, nous avions une connaissance qui disait militant ici-bas, triomphant dans l'au-delà. Voilà. Il ne faut pas mettre la lampe sous le boisseau, hein. Il faut le dire, il faut interpeller les personnes, leur dire, mais attends, est-ce que tu as réfléchi à ci, est-ce que tu as réfléchi à ça? Ça ne veut pas dire qu'il faut faire du prosélytisme, tu vois. C'est ça. Hein? C'est ça. Faut pas tomber à dire ouais, Kardec l'a écrit, donc c'est comme ça, machin truc. Non, non, non. Ça c'est. Alors on retombe, comment dire, dans les erreurs ou alors des trucs des fois que j'entends avec nos solars, vous savez, il y a le seuil, hein? Umbrau en portugais. Hein? Il dit, fais attention, fais pas de conneries, sinon tu vas aller à l'umbrau. Ben, c'est une forme moderne de cette théorie du ciel et de l'enfer, quoi. Je dis non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein. Faut pas retomber dans des principes hétéronomes. Faut pas faire de prosélytisme. Par contre, il faut dire, bah, écoute, si tu veux avancer, si tu veux travailler, si tu veux passer ton examen, c'est pas la peine de faire un vœu ici ou là. Il faut travailler, il faut réviser, il faut que tu te prennes en main. Tu vois, pousser les choses dans ce sens positif. Hein? Voilà. Alors, il y a puis on va conclure quand même, parce que là maintenant il est écart. Donc, il existe une égalité absolue de droits des hommes devant Dieu, ça c'est sûr. Hein. Dieu, il traite tout le monde de la même façon, il aime tout le monde aussi fort les uns que les autres. Hein. Il n'y a personne qui est exclu, personne qui est oublié. C'est nous qui, parfois, par nos habitudes, nous éloignons plus ou moins et par voie de conséquence, arrivons à profiter plus ou moins
de cette infinité, miséricorde divine, de cette inspiration de tous ces guides spirituels que Dieu nous envoie. Voilà. Tous ces enfants, Dieu donne à tous ces enfants les mêmes chances, hein, tous les trésors inappréciables du temps. Ces droits, donc, sont ceux de la conquête de la sagesse et de l'amour au cours de la vie, par l'accomplissement du devoir et du travail et de l'effort individuel. Voilà. Personne ne peut évoluer à la place d'un autre. Voilà pourquoi chaque créature aura son lot de mérite sur les chemins évolutifs. Hein. Donc, si on a d'autant plus de mérite que c'est par notre propre travail et par notre propre volonté qu'on a acquis quelque chose. Hein. Et cette situation constitue, dans les luttes planétaires, cette grandiose échelle progressive en matière de raisonnement et de sentiment. Donc, vous voyez, l'intelligence et la bonté, où s'élèveront naturellement tous ceux qui mobilisent les ressources de son existence pour le travail, édifiant dans l'illumination de soi, dans les expressions sacrées de l'effort individuel. Voilà. Donc, utilisez votre volonté pour le bien. C'est comme ça que vous changerez et que vous ferez changer le monde. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que c'est clair? C'est clair. Donc la prochaine fois, on verra l'inégalité sociale, égalité de droits entre l'homme et la femme. Donc on rentrera un peu plus dans le détail sur cet aspect-là, et vous verrez que le spiritisme a joué un rôle fondamental, hein, dans l'égalité entre les hommes et la femme. Et beaucoup des personnes qui militantaient pour le féminisme au XIXe siècle ont utilisé justement la philosophie spirit pour montrer qu'en fait, enfin vous le verrez, on le verra la prochaine fois, l'argument massu, c'est l'esprit n'a pas de genre, il peut se réincarner aussi bien en homme qu'en femme. Donc de ce côté-là, il n'y a absolument aucune différence. Voilà. Alors, ben, écoutez, merci beaucoup pour votre attention. Désolé pour le petit contretemps au démarrage. Je vais regarder le groupe. J'ai probablement oublié quelqu'un ici ou là dans le groupe. Je vais essayer de le compléter. Et donc, après, Jean-Pierre, on pourra peut-être essayer de rajouter du monde, mais on essaiera de pas. On fera d'abord un test à 25 et après à 50. Et si on voit qu'on pourrait essayer de trouver la limite, quoi. Et si vraiment il y a. Parce que là, on est combien? On est 11, hein. Donc, vous voyez, donc pour l'instant, ça passe encore. Mais le jour où on sera vraiment plus nombreux, ben, effectivement, on s'adaptera, on utilisera une plateforme qui nous permettra de continuer. Voilà, merci à tous. Excellente matinée. Bon appétit pour ceux qui sont à la réunion. Merci, Charles. Et à bientôt. Bon dimanche à vous tous. Bon dimanche. Bon dimanche. Bon dimanche. Au revoir. Merci. Merci, Au revoir. Marcia. Merci Charles. Bon dimanche à tous. Bon dimanche à tout le monde. Bon dimanche à tous, oui. Merci à tout le monde. Merci Charles. Merci Marcia. Un bon dimanche à vous et à votre famille. Merci beaucoup. Merci. Donc lundi, on aura un peu plus de liberté, mais on ne pourra pas aller jusqu'à Strasbourg, c'est à plus de 100 km de chez nous. Hein. Bon, patience, ça viendra. C'est vrai. Dites-moi la téléportation. Oui, c'est ça, oui. Alors Je vous après, pour aller chez toi, congélerai Jean-Pierre, c'est 700 asperges. km. Pardon? Je vous congélerai quelques asperges pour quand vous venez à Strasbourg. Ah, c'est gentil. Ouais. Parce que j'ai su que des asperges, il y en a beaucoup qui sont restés dans les champs parce qu'il n'y avait il y avait personne pour les cueillir. Hein, c'est dommage. Oui. Mais bon. À tout. C'est comme ça. À tout. Ben, ça va. Merci beaucoup. Voilà, Je vous excellent embrasse. dimanche. Merci à vous. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir.